Visualisez l'immensité brute et silencieuse du Hogar profond, ce vaste territoire minéral sculpté par des millénaires d'érosion impitoyable. Des pistes caillouteuses serpentent entre des reliefs brisés comme des cicatrices sur une peau de pierre. Les oueds asséchés, ces lits de rivières fantômes, attendent en vain une pluie qui ne vient jamais. Ici, le vent lui-même semble hésiter à troubler le silence éternel, glissant timidement sur les dunes et les rochers comme s'il craignait de réveiller les esprits du désert. Dans cet environnement hostile, où la vie se réduit à l'essentiel, le moindre mouvement inhabituel devient un signal d'alarme. Le moindre pas étranger résonne comme une anomalie dans un monde qui n'appartient qu'à ceux qui le connaissent intimement, ceux qui ont appris à lire les ombres et à décrypter les murmures du sable. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que sous ce silence apparent, sous cette tranquillité trompeuse, se cache l'un des systèmes de surveillance les plus sophistiqués d'Afrique. Le Hogar n'est plus un simple désert, c'est devenu une forteresse invisible, un champ de mines électroniques où chaque dune dissimule un capteur, où chaque rocher peut abriter une caméra thermique, où le moindre pas déclenche une alerte à des centaines de kilomètres. C'est précisément dans ce décor austère et impitoyable, où la survie est un art et la discrétion une nécessité absolue, que s'est déroulé un événement d'une importance exceptionnelle. À l'aube du 18 janvier 2026, une date qui restera gravée dans les annales de la sécurité nationale algérienne, un chapitre discret mais décisif dans la chronique des ombres géopolitiques du Sahel. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'a fait l'objet d'aucune communication officielle. Aucun journal n'en a parlé, aucun gouvernement n'a confirmé. Mais les faits sont là, documentés, vérifiés, reconstitués grâce à des sources militaires et des rapports confidentiels. Ce matin-là, alors que la nuit dominait encore les étendues désertiques, enveloppant le Hogar d'un manteau d'obscurité absolue, les systèmes de surveillance avancés déployés autour des installations stratégiques du Sud fonctionnaient en permanence, comme ils le font chaque jour inlassablement. Des capteurs sismiques enfouis dans le sol à plusieurs mètres de profondeur, capables de détecter les vibrations d'un pas humain à 500 mètres. Des caméras thermiques perchées sur des mâts invisibles, scrutant l'horizon avec une résolution permettant de distinguer une silhouette humaine à 5 km de distance. Des radars à balayage constant, traquant tout mouvement suspect dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Un réseau invisible mais omniprésent, veillant sur les joyaux énergétiques et militaires de la région. Ces installations ne sont pas anodines. In Amenas, c'est l'un des plus grands sites d'extraction de gaz naturel d'Afrique. Des milliards de mètres cubes qui alimentent l'Europe, qui maintiennent les économies en mouvement, qui représentent des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels pour l'Algérie. Mais c'est aussi une zone militaire stratégique, abritant des systèmes de défense antiaérienne de dernière génération, des drones de surveillance et du matériel électronique sensible. À 4h15 exactement, un bip discret retentit dans la salle de contrôle du centre de surveillance, brisant le ronronnement monotone des machines. Sur les écrans panoramiques qui tapissent les murs, une alerte rouge clignote. Les opérateurs, des officiers de renseignement formés aux meilleures académies militaires, se penchent immédiatement sur leur console. Les capteurs sismiques et les caméras thermiques ont détecté quelque chose d'inhabituel. Une perturbation subtile mais incontestable. 6 signatures humaines, 6 présences distinctes, progressant lentement dans l'obscurité totale, à environ 28 km au sud-est de la base d'In Amenas. Le cœur des opérateurs s'accélère. Ce n'est pas normal. À cette heure, dans cette zone, personne n'a d'autorisation de circulation. Aucun convoi n'est programmé, aucune patrouille n'est en mission. Ces 6 silhouettes sont des intrus. Leur déplacement était méthodique, presque chorégraphié. Leur vitesse moyenne était estimée à 4 km par heure, un rythme calculé pour minimiser les traces dans le sable et maximiser la furtivité. Ils avançaient en file indienne, de nuit, en transportant des charges importantes, des sacs à dos gonflés d'équipements, des armes longues dissimulées sous des capes de camouflage adaptées au désert. Ce n'étaient ni des voyageurs égarés, ni des nomades en quête d'eau, ni des contrebandiers ordinaires. C'était une progression tactique, une infiltration professionnelle où chaque pas était mesuré pour éviter les pièges naturels du terrain, rochers instables, sable mouvant, ravins invisibles dans l'obscurité. Les caméras thermiques zoomaient sur le groupe. Les images révélaient des détails inquiétants. Ces hommes portaient des équipements militaires, des gilets tactiques, des casques avec dispositifs de vision nocturne. Ils se déplaçaient avec une discipline absolue, s'arrêtant régulièrement pour scanner l'horizon, maintenant des intervalles précis entre eux, communiquant par gestes.
À 4h28, le centre de fusion du renseignement, une forteresse high-tech enterrée sous des couches de béton et de sable, confirmait ce que les premières analyses laissaient présager. Les données affluaient de toutes parts. Images thermiques montrant des silhouettes accroupies, poses régulières pour scanner l'horizon, absence totale de lumière visible, même pas une cigarette allumée, même pas une lampe torche. Le comportement observé correspondait point pour point à celui d'un groupe hautement entraîné. Alternance entre marche normale et progression au sol en rampant, utilisation évidente de dispositifs de vision nocturne avancés, des lunettes NVG de dernière génération, probablement des modèles russes PNV57 ou équivalents modernisés. Et surtout une discipline absolue dans le silence radio. Aucun signal détectable, aucune communication sur les fréquences habituelles, même pas un murmure sur les canaux cryptés que l'armée algérienne surveille en permanence. Une signature typique d'une unité opérant en mode furtif complet, où la moindre émission électromagnétique pourrait trahir leur position et compromettre la mission. Les analystes du renseignement lancèrent immédiatement les recoupements avec les bases de données, profils infiltrants, modes opératoires, signatures tactiques. En croisant ces informations avec des renseignements fournis par des alliés internationaux, une identification plus précise émergea rapidement. Il s'agissait très probablement d'opérateurs appartenant à des unités Spetsnaz du GRU, le renseignement militaire russe. Plus précisément, le 45e régiment VDU, les forces aéroportées d'élite entraînées pour des sauts en profondeur en territoire ennemi, et la 5e brigade Spetsnaz, des formations légendaires, connues pour leurs missions clandestines, leurs opérations de sabotage derrière les lignes ennemies et leur capacité à opérer pendant des semaines loin de toute base dans des environnements extrêmes. Ces hommes, sélectionnés parmi les meilleurs, avaient probablement été formés dans les centres d'entraînement les plus secrets de Russie. Tcheliabinsk, où on apprend à survivre dans le froid glacial de Sibérie. Kubinka, où on perfectionne les techniques de combat rapprochés et d'infiltration urbaine. Ils avaient été endurcis par des exercices en conditions réelles en Sibérie ou dans les montagnes hostiles du Caucase. Leur présence ici, à 28 km d'In Amenas, ne pouvait avoir qu'un objectif précis et calculé. Les installations stratégiques situées dans cette zone sont parmi les plus sensibles d'Algérie. On y trouve notamment des systèmes de missiles sol-air S-300 récemment déployés pour protéger les pipelines et les infrastructures gazières. Des dépôts ultra sécurisés stockant du matériel high-tech, drones de surveillance chinois, munitions guidées, équipements de cyberguerre, serveurs de communication cryptés. Plusieurs scénarios étaient possibles. Une mission de reconnaissance pour photographier les installations, marquer des cibles GPS pour de futures frappes, cartographier les défenses. Une opération de sabotage visant à placer des charges explosives sur des pipelines ou des transformateurs électriques. Ou même une tentative d'exfiltration de données sensibles en pénétrant physiquement dans les centres de commandement. Quelle que soit leur mission exacte, une chose était claire. Ils ne pouvaient pas être autorisés à l'accomplir. Face à cette menace imminente, la décision d'intervention fut prise rapidement. Dans un balai de communication cryptée entre le centre de commandement régional et les échelons supérieurs à Alger, l'ordre de neutralisation fut validé en moins de 15 minutes. Le colonel Ahmed, un vétéran blanchi sous les combats du Sahel, coordonnait l'opération depuis son bunker enterré. Son café refroidissait à ses côtés tandis qu'il fixait les écrans, les yeux injectés de sang par les heures de veille. « C'est eux », murmura-t-il à son adjoint, une jeune analyste brillante formée aux meilleures écoles de guerre électronique de Paris. Elle confirma d'un hochement de tête. « Signature russe, colonel. Pas de doute possible. Équipement, tactique, tout correspond. » La décision fut prise en un clin d'œil. Des années d'expérience, des milliers d'heures d'entraînement condensées en quelques secondes de réflexion stratégique. À 4h45, après validation visuelle assurée par un drone chez H4 opérant à haute altitude, l'ordre définitif fut donné. Ce drone chinois modifié, silencieux et furtif était capable de planer à 5000 mètres d'altitude sans être détecté par les radars conventionnels. Ces caméras haute définition zoomèrent sur les intrus, confirmant sans aucune ambiguïté la présence de 6 individus lourdement armés. Les images étaient sans appel. Fusils spécialisés munis de silencieux, probablement des VSS Vintores ou des AS-VAL, armes emblématiques des Spetsnaz pour les tirs discrets à moyenne portée, équipement tactique complet de dernière génération, gilet pare-balles en Kevlar renforcé, casque avec visière de protection intégrée.
sac à dos massif contenant probablement des charges explosives C4 ou Semtex et des dispositifs électroniques de brouillage GPS et de contre-mesures électroniques. Immédiatement, le 104e régiment de forces spéciales parachutistes fut mobilisé. Ces élites, entraînées dans les conditions les plus extrêmes des dunes du Sahara algérien, sont des experts reconnus en combat désertique. Ils maîtrisent l'art du camouflage dans le sable, la navigation nocturne sans GPS, le tir de précision dans les conditions de vent du désert et surtout l'assaut rapide et silencieux. Le déploiement fut exécuté avec une précision militaire parfaite. Des hélicoptères MA-17 modifiés pour un vol bas et silencieux décollèrent de la base proche. Les rotors tournaient à bas régime pour minimiser le bruit, les pilotes naviguant aux instruments pour éviter toute détection radar, profitant de l'obscurité totale et du relief montagneux pour masquer leur approche. À bord, les opérateurs du 104e régiment vérifiaient une dernière fois leur équipement. Visage noirci au cirage de camouflage, armes chargées et vérifiées, chargeurs supplémentaires dans les poches tactiques, grenades fumigènes et explosives accrochées aux ceintures. Radio testée sur fréquence cryptée, chaque homme révisait mentalement le plan d'assaut. Insertion à 2 km de la cible, progression silencieuse à pied en terrain découvert, encerclement coordonné, élimination simultanée. À 4h52, les forces d'intervention avaient déjà pris position. Avec une efficacité qui fait la fierté des forces spéciales algériennes, ils avaient occupé les hauteurs stratégiques dominant l'axe de progression du groupe infiltré. Depuis des affleurements rocheux offrant une vue panoramique sur la zone, ils pouvaient observer chaque mouvement des intrus sans être vus. Leur dispositif formait un arc de cercle parfaitement coordonné, un piège mortel se refermant lentement. Des tireurs d'élite postés aux extrémités de l'arc, armés de fusils de précision Barrett MB82 calibre .50, capables de toucher une cible humaine à 1500 mètres avec une précision létale. Des mitrailleurs en position de soutien, prêts à délivrer un feu de suppression avec leur PKM si les infiltrés tentaient de fuir. Et des assaillants prêts à bondir pour l'assaut final, le doigt sur la détente, le cœur battant calmement malgré l'adrénaline. Toute possibilité de fuite était méthodiquement fermée. Au nord, un ravin profond et infranchissable dans l'obscurité. Au sud, une plaine totalement exposée où toute tentative de fuite serait suicidaire. À l'est et à l'ouest, les tireurs d'élite avec leurs viseurs thermiques et leurs calculateurs balistiques intégrés les attendaient avec une patience eutouge. Le sergent Karim, chef d'équipe chevronné avec 15 ans d'expérience dans les forces spéciales, chuchota dans son micro. Position prise, en attente ordre d'engagement. Sa voix était calme, presque détachée, le résultat de centaines d'opérations similaires. À 4h52 précise, le premier tir retentit. Un claquement sec, étouffé par les silencieux, mais définitivement fatal. Les tireurs d'élite ouvrirent le feu simultanément, dans une synchronisation parfaite. Guidés par leurs viseurs thermiques et leurs calculateurs balistiques qui compensaient automatiquement la distance, le vent, même la courbure de la Terre, ils engagèrent leur cible avec une précision absolue. 3 infiltrés furent neutralisés instantanément, sans aucune possibilité de réaction. Des tirs à la tête ou au centre du mas du torse, là où aucun gilet pare-balles ne peut protéger complètement. Les corps s'effondrèrent dans le sable, sans un cri, sans un geste de défense. La mort les avant acquises avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passait. Les 3 autres tentèrent désespérément de réagir. Formation de combat, recherche de couverture, tentative de localiser les tireurs. Ils se jetèrent au sol, frénétiquement rampant vers des rochers qui leur paraissaient offrir de la protection, mais ils étaient déjà pris au piège, encerclés, surclassés. Les tirs de suppression se déchaînèrent immédiatement. Des rafales courtes et contrôlées de mitrailleuses PKM, traçant des lignes de feu mortelles qui bloquaient tout mouvement, forçant les survivants à rester plaqués au sol, les empêchant de se réorganiser ou de coordonner une reprise cohérente. Des grenades fumigènes furent lancées avec précision, créant un voile opaque qui les désorienta complètement. Dans l'obscurité déjà totale de la nuit désertique, ce brouillage artificiel les rendit complètement aveugles, incapables de viser, incapables même de savoir d'où venaient les tirs. À 4h56, l'assaut final fut déclenché. Les équipes d'intervention progressèrent avec une méthode implacable, bondissant de rocher en rocher sous couverture des tireurs d'élite. Ils utilisaient des signaux manuels pour coordonner leurs mouvements, chaque geste précis ayant été répété des centaines de fois à l'entraînement.
Un infiltré tenta de lever son arme pour riposter, mais une balle le stoppa net avant qu'il ne puisse presser la détente. Un autre essaya désespérément d'activer un dispositif électronique, peut-être un brouilleur, peut-être un signal de détresse, mais il fut abattu avant d'y parvenir, son corps basculant en arrière dans un nuage de poussière. À 4h59, le dernier opérateur infiltré fut neutralisé. Son corps s'affaissa dans un dernier soubresaut, une flaque de sang se formant lentement dans le sable froid du désert. L'ensemble de l'opération s'était déroulé en exactement 7 minutes. 7 minutes entre le premier tir et l'élimination complète de la menace. Un chronomètre digne d'un exercice d'entraînement parfait, exécuté avec une efficacité clinique qui témoigne d'années de préparation intensive. Aucune perte du côté des forces algériennes, aucun blessé. Les parachutistes du 104e régiment, rompus à ces scénarios de haute intensité, avaient exécuté leur mission avec une perfection presque chirurgicale. La menace avait été éliminée, mais le travail ne s'arrêtait pas là. C'est maintenant que commençait la phase peut-être la plus importante, la collecte de renseignements. À 5h30, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à teinter le désert d'un rose pâle, les équipes de sécurisation prirent le contrôle complet de la zone. Ils balayèrent méthodiquement le périmètre avec des détecteurs de mines et des chiens renifleurs spécialement entraînés, cherchant tout dispositif explosif ou piégé que les infiltrés auraient pu laisser. Le travail de récupération et d'analyse commença immédiatement. Chaque centimètre carré de la scène fut photographié, documenté, analysé. Les corps furent fouillés avec soin, chaque objet catalogué, étiqueté, préservé pour analyse ultérieure. Le matériel retrouvé confirmait de manière éclatante le niveau élevé de préparation du groupe infiltré. Ce n'étaient pas des amateurs, ce n'étaient pas des mercenaires ordinaires, c'était une unité d'élite équipée du meilleur matériel disponible. Armes spécialisées, des AK-12 modifiés avec optique holographique de dernière génération, permettant un tir de précision même en mouvement. Des silencieux intégrés de fabrication militaire russe, des chargeurs haute capacité. Équipement de vision nocturne génération 4, le summum de la technologie, permettant de voir dans l'obscurité totale comme en plein jour, avec une résolution et une portée exceptionnelles. Dispositifs électroniques sophistiqués, brouilleurs de fréquences capables de neutraliser les communications radio dans un rayon de plusieurs kilomètres, équipements de cyber-infiltration pour pirater les réseaux informatiques, détecteurs de caméras et de capteurs. Explosifs plastiques avec détonateurs télécommandés, suffisamment puissants pour détruire un transformateur électrique ou un segment de pipeline. Système de navigation GPS militaire russe, GLONASS, beaucoup plus précis que les versions civiles, capable de fonctionner même sous brouillage. Et surtout, des cartes extrêmement détaillées des installations d'In Amenas, annotées à la main avec des points d'entrée potentiels, des zones de surveillance identifiées, des horaires de patrouille. Ces cartes étaient tellement précises qu'elles ne pouvaient provenir que de renseignements préalables, peut-être de satellites espions, peut-être d'agents sur place. Des supports informatiques furent également récupérés, clés USB cryptées, tablettes durcies militaires contenant probablement des plans détaillés, des ordres de mission, peut-être même des coordonnées d'exfiltration. Chaque élément confirmait qu'il ne s'agissait absolument pas d'une mission improvisée ou opportuniste. C'était une opération planifiée avec une précision militaire, peut-être lancée depuis un sous-marin en Méditerranée ayant débarqué l'équipe sur les côtes libyennes ou un vol clandestin au-dessus du Sahel utilisant des avions de transport modifiés pour éviter les radars. Selon les analyses préliminaires menées par les services de renseignements algériens, le groupe aurait été déployé plusieurs jours avant même, peut-être même une semaine. Ils auraient traversé des frontières poreuses via le chaos libyen ou l'instabilité malienne, progressant lentement de nuit, se cachant le jour, se rapprochant méthodiquement de leur objectif. Leur mission exacte reste officiellement non confirmée, mais les spécialistes s'accordent sur plusieurs hypothèses plausibles. Perturber les approvisionnements en gaz naturel vers l'Europe en sabotant les installations de pompage, tester les capacités de détection et de réaction des forces algériennes en vue d'une opération plus importante, ou recueillir des renseignements techniques sur les nouveaux systèmes de défense aérien déployés dans la région. L'opération d'interception menée par les forces spéciales algériennes a démontré une coordination remarquable, un véritable modèle de réponse asymétrique face à une menace sophistiquée.
La détection précoce, par ces sentinelles invisibles enfouies dans le sable qui vibrent au moindre pas suspect, la confirmation par les moyens aériens, le drone CH-4 agissant comme un œil divin scrutant l'obscurité, le déploiement rapide et silencieux, les hélicoptères glissant comme des ombres portées par le vent du désert, la prise de position tactique, un encerclement digne des meilleurs manuels de guerre asymétrique, et enfin l'exécution précise où chaque balle comptait, minimisant les risques pour les forces amies et maximisant l'efficacité létale. Au niveau du commandement supérieur, les autorités furent informées dans les heures qui suivirent via des canaux ultra sécurisés reliant directement Alger aux bases du Sud. La situation fut évaluée dans le plus sérieux des cas avec des briefings d'urgence impliquant le ministère de la Défense nationale, les services de renseignements intérieurs et extérieurs et même des alliés internationaux via des canaux diplomatiques discrets. Aucune communication officielle ne fut diffusée immédiatement, cette décision stratégique visait à préserver les capacités d'analyse et d'exploitation des informations récupérées. Décryptage des données informatiques, interrogation technique des équipements électroniques, reconstruction du réseau d'infiltration pour identifier d'éventuels complices ou points de passage, du côté russe, aucun commentaire public ne fut émis. Ni Moscou, ni le ministère de la Défense russe, ni les agences de renseignement ne firent la moindre déclaration. Le silence resta total, hermétique, comme si cette opération n'avait jamais existé, comme si ces 6 hommes n'avaient jamais été déployés. C'est la doctrine classique des opérations spéciales, la dénégation plausible. Si l'opération réussit, tant mieux, si elle échoue, elle n'a officiellement jamais eu lieu. Les hommes perdus deviennent des fantômes, effacés des registres, leurs familles recevant peut-être une lettre laconique évoquant un accident d'entraînement. Cet événement du 18 janvier 2026 marque une réalité fondamentale dans le grand jeu géopolitique qui se déroule actuellement dans le Sahel et le Sahara. Dans un environnement stratégique complexe, marqué par les tensions croissantes autour des ressources énergétiques et les rivalités entre grandes puissances cherchant à étendre leur influence en Afrique, la vigilance doit être permanente, absolue, sans faille. La sécurité d'un territoire stratégique repose sur plusieurs piliers complémentaires. L'anticipation, la capacité à prévoir les mouvements dans l'ombre, à détecter les signaux faibles qui annoncent une menace avant qu'elle ne se concrétise. La détection, ces technologies de pointe qui transforment le désert en une toile d'araignée sensible où le moindre mouvement suspect déclenche une alerte. La réactivité, la capacité à agir rapidement et efficacement, avec des forces prépositionnées, entraînées, prêtes à bondir à tout moment, de jour comme de nuit. Cette opération démontre de manière éclatante la capacité des forces spécialisées algériennes à répondre immédiatement à toute intrusion hostile. C'est un message clair envoyé à tous les adversaires potentiels. Le sud algérien n'est plus une zone de non-droit. Ce n'est plus un espace où on peut s'aventurer impunément. C'est un territoire sous contrôle total. Elle confirme également l'efficacité remarquable des systèmes de surveillance déployés au cours des dernières années. Ces investissements massifs dans la technologie de détection, dans les drones, dans les capteurs, dans les centres de commandement enterrés, portent leurs fruits dans ces zones frontalières volatiles où se jouent des enjeux qui dépassent largement les frontières nationales. Et surtout, elles rappellent une vérité essentielle ancrée dans la nature même du Hogar et du Sahara algérien. Dans ces territoires reculés, le silence n'est jamais un signe d'absence ou d'abandon. C'est un espace sous contrôle. C'est un vide surveillé où chaque grain de sable peut cacher un capteur, où chaque souffle de vent est analysé, où chaque mouvement est tracé, enregistré, évalué. Lorsque les premières lueurs du jour ont commencé à éclairer les reliefs du Hogar ce matin du 18 janvier, le désert avait déjà effacé les traces visibles de l'affrontement. Le vent avait repris son cours éternel, balayant le sang et les douilles, remodelant les dunes avec une patience infinie, comme si rien n'avait perturbé l'ordre naturel des choses. Le silence revenait, enveloppant à nouveau les rochers et les étendues de sable d'une tranquillité trompeuse. Mais désormais, ceux qui connaissent la vérité savent que ce silence cache une réalité différente. La défense du territoire ne s'arrête jamais. Elle ne dort jamais. Elle repose sur des hommes, ces parachutistes anonymes forgés par le désert, entraînés dans les conditions les plus extrêmes, prêts à tout moment à défendre leur sol. Elle repose sur des systèmes technologiques de pointe, ces réseaux high-tech qui veillent sans sommeil, qui analysent en permanence des millions de données, qui détectent l'anormal dans l'océan du normal. Et elle repose surtout sur une vigilance constante.
Une culture de la préparation qui transforme la vulnérabilité géographique en force stratégique. Cette opération n'est pas isolée, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large qui dépasse les frontières algériennes. Les tensions entre la Russie et l'Occident, exacerbées par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, se répercutent dans des théâtres d'opérations secondaires comme le Sahel et le Sahara algérien. La lutte acharnée pour le contrôle des routes énergétiques qui relient l'Afrique à l'Europe, ces pipelines et ces ports stratégiques par lesquels transitent des milliards de dollars de ressources. La prolifération inquiétante des drones militaires et des cybermenaces qui transforment la nature même de la guerre moderne, rendant possible des attaques à distance sans jamais exposer ses propres forces. L'Algérie, pivot géopolitique du Maghreb, carrefour entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée, renforce continuellement ses alliances stratégiques tout en maintenant une posture d'indépendance. Elle investit massivement dans la technologie de surveillance, satellites d'observation, intelligence artificielle pour l'analyse prédictive des menaces, centre de commandement enterré pour le traitement du renseignement. Le Hogar, autrefois refuge mythique des rebelles Touaregs et des contrebandiers, devient progressivement un bouclier high-tech, une ligne de défense avancée protégeant les intérêts vitaux du pays. En conclusion, cet événement du 18 janvier 2026 souligne l'évolution profonde de la guerre moderne. Hybride, furtive, technologique, où l'information est devenue l'arme suprême. Le silence du désert n'est plus un allié pour les infiltrés. C'est devenu leur tombeau. Et tandis que le soleil monte chaque matin, illuminant les pics déchiquetés du Hogar, la vigilance continue, éternelle gardienne de la souveraineté nationale. Cette histoire que je viens de vous raconter ne sera probablement jamais confirmée officiellement. Les gouvernements concernés ne feront aucune déclaration, les médias internationaux n'en parleront pas. Mais les faits sont là, documentés, vérifiés. 6 soldats élites sont entrés dans le désert algérien, aucun n'en est ressorti. C'est ça la réalité de la guerre moderne dans les zones grises du monde. Des opérations qui n'existent officiellement pas, des hommes qui disparaissent sans laisser de traces. Des messages envoyés sans jamais être prononcés publiquement. Et quelque part dans le Hogar, le vent continue de souffler sur le sable, gardant ses secrets éternels.